On est de retour, on est ensemble jusqu'à 19 heures. On parle dans quelques instants à Georges Mercier. Mais avant toute chose, personnellement, c'est le truc qui a le plus circulé sur mes réseaux sociaux en fin de semaine. C'est le passage d'un jeune homme de 25 ans, Étienne-Alexandre Beauregard, un essayiste, auteur notamment d'Anti-civilisation, son troisième ouvrage. Son passage, donc, à une émission très de gauche, mettons, à Radio-Canada, où on l'avait peut-être invité, comme on invite, je ne sais pas, François Pignon à un dîner de cons. Ils se sont trompés parce que ça s'est plutôt bien passé pour Étienne Alexandre, qui a donné une performance d'élégance, d'intelligence et de justesse. On en parle avec le principal intéressé. Bonsoir, Étienne Alexandre Beauregard. Bonsoir Rémi. Tout peut arriver à Radio-Canada, même un débat. Hein? Est-ce que tu étais préparé à ça? Ouais, ben c'est sûr que quand on va dans une émission comme ça, je savais que j'arrivais pas pour une entrevue qui était complaisante. Mais je pense, puis d'ailleurs, j'ai vu, c'était ton commentaire sur les réseaux, qu'il faut leur donner le crédit qui leur revient parce qu'ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu décider d'ignorer, de dire, OK, de toute façon, on veut pas lui parler. Puis au contraire, ils ont été d'une certaine manière très ouverts d'esprit en m'invitant puis en acceptant de m'avoir sur le plateau. Puis ça, pour ça, moi, j'en suis très heureux. Tu sais. On a beaucoup dénoncé à droite la cancel culture, le politiquement correct, qui fait qu'on n'a pas voulu entendre certains points de vue. Fait qu'à l'inverse, il faut rendre à César ce qui revient à César quand on accepte justement de recevoir des points de vue divergents. Fait que moi, j'étais très content qu'on puisse avoir cette discussion-là à Radio-Canada. Oui, on va parler justement de ce livre-là qui t'a emmené sur ce plateau-là dans quelques instants. Mais avant toute chose, je veux qu'on poursuive la discussion sur l'idée même de débat. Parce que j'ai vu François Legault relayer ton passage. En passant, on se tutoie, on se connaît, on est des amis dans la vie de tous les jours. Soyons transparents, Étienne Alexandre. François Legault a relayé ton passage à l'émission. Beaucoup de gens ont relayé ça. Ça faisait du bien parce que toi qui reviens d'une visite de la France où tu as fait vraiment fureur là-bas, tu as pu aller sur des plateaux de télévision et de radio où la gauche rencontrait la droite. Mais au Québec, on n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, justement, en France, c'est une culture qui est encore très là. Au Québec, ben, on en a eu une démonstration en fin de semaine. Je ne peux que souhaiter que ça arrive davantage, mais peut-être on est moins habitué, tu sais, puis j'aime pas ça dire ça parce que j'aime profondément le Québec, mais peut-être que la culture du débat, certainement, on l'a pas au même sens que la France peut l'avoir. Puis à ce moment-là, justement, d'avoir des esprits qui sont plus ouverts. Tu sais, par exemple, quand Marie-France Bazot avait ses émissions à Télé-Québec, notamment, c'était vraiment quelque chose. Mais toi, typiquement, quelqu'un comme Stéphane Bureau, je pense qu'il y a aussi cette conscience-là, cette volonté d'inviter Mhm. un peu tout le monde pour entendre toutes sortes de points de vue. Fait qu'on pourrait dire que c'est sûr qu'à l'échelle de la France, par rapport à ailleurs, on n'est pas si bon que ça. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être une part de la conscience québécoise qui est mal à l'aise avec le débat, mais peut-être que ça s'ouvre aussi parce que justement, d'avoir justement des émissions comme Une époque formidable, de voir que tout peut arriver invite justement des gens qui sont conservateurs revendiqués comme moi, ben ça me fait plaisir au final. Fait que le bilan est contrasté, si on peut dire. Oui, mais on cherche toujours l'origine de ce qui est arrivé parce que tout le monde en parle. Il y a 20 ans, c'était quelque chose. Là. Il y avait des débats, il y avait des gens qui claquaient la porte, qui se présentaient, l'entrevue commençait, puis là, ça s'en allait. Là où il y a quelque chose comme un monde très rigide dans lequel on vit, puis on cherche un coupable, puis on désigne l'autre, puis on dit c'est lui qui a commencé. Ben non, c'est peut-être moi qui... Non, je ne peux pas dire publiquement que c'est peut-être moi qui a commencé ça. C'est un peu dommage. Petite histoire, Étienne Alexandre, quand je préparais cette émission-là qui a démarré à l'antenne du 99.5 Montréal au mois de septembre. Je cherchais des collaborateurs de gauche, j'en ai appelé et je ne vais pas révéler l'identité de l'un d'entre eux, mais j'ai passé un drôle de moment à un moment donné au téléphone. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit attends, donc à chaque semaine, je viendrai en studio et on débattrait, mais je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on a tout sauf besoin d'un débat. Et c'est ce que la personne m'avait dit, préférant, j'imagine, des chambres d'écho. Mais c'est quoi le danger des chambres d'écho? Ouais, ben c'est clair qu'aujourd'hui, justement, quand on vit quand même une période de polarisation, je pense que la plupart des gens s'entendent là-dessus. Si on n'est pas capable justement de faire le pont un peu entre ces différents univers idéologiques-là pour confronter les idées une fois de temps en temps, c'est certain qu'on est à risque. Là. On parle souvent de biais de confirmation, tout ça. Puis je pense qu'au final, ça sert personne si on n'est pas capable justement de faire dialoguer les différentes bulles idéologiques, bulles médiatiques, etc. Fait que c'est quand on est capable justement d'avoir ces échanges-là, je pense que ça enrichit tout le monde. Puis oui, il y a peut-être un aspect spectacle là-dedans. C'est pas pour rien que l'entrevue de samedi a bien fonctionné, parce que les gens aiment ça en plus quand les idées se colèrent et quand c'est trop complaisant, c'est pas pareil, ça marche moins bien. Donc, peut-être qu'on devrait davantage le faire, puis qu'en plus, ça servirait tout le monde qui est impliqué. Mais peut-être que oui, il y a quelque chose dans la culture qui, à cause de ces biais de confirmation-là, ne veut plus assumer la confrontation. Mais à ce moment-là, c'est malheureux. Puis je pense que des gens comme toi puis moi, au contraire, on est capable d'en prendre, puis on veut que ça change. Tu sais. Parlons du livre maintenant. Anti-civilisation,
Pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur, ton troisième, déjà, hein, à 25 ans. Ça pose donc une question assez grave, là, anti-civilisation. Pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur? Ben, je lance la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est les ravages d'une décision dans les années 60-70 de couper d'une quelque sorte la transmission entre les générations, de telle sorte que notre génération aujourd'hui en vit les conséquences. Comment est-ce qu'on a fait ça? D'abord, c'est en valorisant une vision de la liberté qui, à mon avis, n'est pas la bonne. En philosophie, on parlerait d'une liberté négative, c'est-à-dire une liberté qui voit l'individu comme une espèce d'île qui s'oppose aux institutions qui donnent pourtant du sens à nos vies, que ce soit la famille, la communauté, l'État, la nation, et de dire dans le fond que je ne suis vraiment libre que quand je m'oppose à toutes ces structures-là qui m'entourent pour en fait exercer une espèce de droit de retrait par rapport à la société. Mais quand on pose la question de la cohésion, c'est la question que je pose dans le livre aujourd'hui, je pense qu'on doit constater que des fois, cette liberté-là, sur le mode négatif, doit avoir des limites, parce qu'autrement, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut se retrouver comme citoyen en société, qu'est-ce qu'on a en commun. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute la discussion sur le rôle entre le centre et la marge, c'est une question qui est controversée aujourd'hui, mais moi je crois encore qu'il faut avoir une forme de centre, une forme de culture commune, une forme de mœurs qui sont partagées, des manières de se comprendre pour qu'on puisse tous se retrouver en société et puis pas justement se fragmenter en toutes sortes d'îlots qui justement sont plus capables de se parler. C'est un livre absolument remarquable parce que quand on lit ce livre-là, on se rend compte finalement qu'effectivement, depuis des années, on a de la difficulté à parler de ce qui est commun, de ce qui est la norme. Ah, parce que tout ce qui est mis de l'avant, c'est la diversité, c'est ce qui nous rend différents, c'est l'épice toute particulière qu'on apporte au monde. Mais qu'est-ce que sent le monde? On ne le sait plus parce que tout est mélangé comme ça. Et même la question de la majorité, hein, quand on dit une majorité historique au Québec et que là, soudainement, les yeux autour de la table qui nous regardent se mettent à grossir comme ça. Mais qui est majoritaire? Qu'est-ce que la majorité? Dans ce livre-là, tu nous dis, sans toutes ces notions-là, on vit dans le désordre. Ben oui, puis d'abord parce qu'il va toujours avoir des normes, il va toujours avoir une majorité, puis on peut pas le nier. Et d'abord, il y a quelque chose de très, très, très malsain en politique quand on refuse sciemment de parler à la majorité. Dans le contexte aujourd'hui, on a quand même, quand on parle de populisme, c'est beaucoup l'opposition entre le tiers des gens dans les sociétés occidentales qui ont fait des études universitaires et le 2 tiers qui n'en ont pas fait, qui travaillent dans des métiers manuels, des métiers de soins. Ces gens-là qui d'habitude sont plus culturellement conservateurs, alors que souvent l'université, c'est un espèce de bassin idéologique où on adopte certaines idées plus progressistes. Aujourd'hui, quand on regarde dans les sondages, le premier prédicteur de voter plus conservateur, c'est de ne pas avoir fait d'études universitaires, puis à l'inverse, d'être progressiste, c'est d'avoir un diplôme universitaire. Donc, on voit qu'il y a un clivage qui se fait en 2 segments de la société et on ne peut pas laisser ça continuer si on a seulement un peuple qui est de plus en plus cynique par rapport à ses élites, puis à l'inverse des élites qui sont de plus en plus méprisantes envers le peuple parce qu'ils refusent justement de faire une place à ces gens ordinaires, entre guillemets. Je pense pas qu'on est plus avancé, puis on va continuer encore dans une forme de polarisation. Et tu permettras quand même de souligner sur la question de la norme et de la marge, quelque chose qu'on comprend mal, c'est quand on veut les opposer à tout prix. Puis je pense que, tu sais, toi et moi, on est des nationalistes, on comprend que la vertu de la nation, c'est d'être capable de rassembler des gens qui sont différents. Je pourrais dire la même chose de la famille. C'est une institution qui est capable de rassembler des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, c'est ça la force. Ces institutions-là sont ce qui permet justement aux différences de s'exprimer, de rejoindre le commun, parce que l'être humain est ainsi fait que, plus souvent qu'autrement, pour s'identifier à quelqu'un, il doit se rendre compte qu'il y a des choses en partage avec lui. Et je pense qu'on a oublié cette dimension-là de la nation, justement, qui permet de faire des ponts entre les citoyens. Oui, puis je discutais il y a quelques semaines dans un autre contexte, là, en dehors des ondes, avec Christian Dufour, qui est un homosexuel. Il est ouvertement homosexuel. Il a été parmi, je pense, le premier animateur de la première émission de radio gay en Amérique francophone. Et il disait, moi, dans mon temps, on était dans la marge et on l'assumait. Tu sais, on assumait notre rôle. On ne voulait pas devenir la norme. On était des gays. On savait bien qu'il n'existerait pas un monde un jour, même dans le plus grand des scénarios de science-fiction, où les homosexuels formeraient la norme. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme la marge qui aimerait être la norme aussi. Ben oui, puis l'affaire, c'est qu'il faut quand même jamais oublier que c'est complètement légitime quand on est dans la marge, entre guillemets, de demander le respect, de demander une intégration pleine dans la société, puis on aurait vraiment tort de croire le contraire. Mais néanmoins,
c'est difficile aussi de nier qu'il y a effectivement, sans dire des rapports de force, mais des nombres qui sont tels en société. Par exemple, le Québec, c'est une société, une nation qui est francophone, qui est héritière de justement 400 ans de présence française en Amérique. Et à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on est capable de permettre l'intégration de personnes qui sont hors de ce bagage-là pour qu'elles puissent s'y reconnaître, mais pas de l'opposer en croyant que par la force des choses, c'est quelque chose d'hermétique auquel on ne peut pas s'identifier, auquel on ne peut pas faire un effort pour rejoindre. Puis je pense que c'est ça l'erreur quand on veut faire une espèce de mur qui est trop rigide entre normes et marges, puis on n'aide personne. On peut avoir une part de marginalité, mais se rattacher à la norme par une appartenance qu'on partage, justement. Fait que c'est beaucoup plus compliqué que ce discours qui est peut-être simplificateur quand on parle d'identité. Jusqu'à quel point la gauche a remporté la guerre du bien versus le mal? C'est-à-dire qu'avec ce livre-là, tu nous parles de l'homme ordinaire il y a quelques jours sur le plateau dont on vient de parler. Peut-être que ce n'est pas parti d'une mauvaise intention, mais on a d'abord pensé que tu étais méprisant en utilisant cette expression-là, homme ordinaire. Il a bien fallu après que tu t'expliques et que tu dises non, mais l'homme ordinaire, c'est la majeure partie des gens autour de nous. Là, on est en train d'avoir une discussion, on a le privilège d'être derrière un micro, mais la plupart des gens n'auront jamais un micro qui leur sera tendu comme ça. Pourquoi les conservateurs doivent toujours justifier le fait qu'ils peuvent être en train de penser au bien commun quand ils pensent, par exemple, à la norme, au commun, à la majorité? Mais d'abord, parlons des gens ordinaires, parce que au début du 20e siècle, c'est quelque chose que je mets de l'avant au tout début du livre, c'était un terme qui était mélioratif, c'était positif. Tout le monde voulait être l'homme ordinaire parce que les normes n'avaient pas la sale réputation, il faut le dire, qu'elles ont aujourd'hui. Et ça, je pense que notamment quand on parle d'intégration culturelle, ben, ça a joué un rôle. Parce que si on dit que d'appartenir à la norme, d'être ordinaire, c'est formidable, ben, c'est sûr que les gens ont le goût de s'intégrer à ça. Tandis que maintenant, si à l'inverse, on se valorise sur le mode de la différence, que c'est en étant plus excentrique qu'on réussit à avoir l'estime en société, bien à ce moment-là, c'est l'inverse. Puis même ceux qui se reconnaissent pas particulièrement marginaux ont comme un incitatif à passer par la voie de l'excentricité, par la voie de la sortie de la norme pour être valorisé. Fait que c'est un peu ça la question que je pose aussi, de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que d'appartenir à quelque chose en commun, ça soit ça qui est valorisé, puis c'est ça qui donne envie d'appartenir au Québec, d'appartenir à l'Occident, d'appartenir à notre civilisation. Et sur la question du conservatisme, bien, faut dire, je sais que mon propos, sans dire iconoclaste, mais n'est pas celui d'une bonne partie de la droite qu'on a eu pendant très longtemps. Moi, je l'assume, je le dis clairement à la fin du livre, je dis pour moi, le conservatisme aujourd'hui, ça doit sortir un peu de la vieille époque où c'était Reagan et Thatcher qui se battaient contre le communisme. On est sorti de là. Le totalitarisme communiste n'existe plus. Et quand on voit justement les contre-coups de la déconstruction, ceux que je décris pendant environ 300 pages dans le livre, c'est de dire aussi, OK, est-ce qu'aujourd'hui, comme conservateur, notre mission principale, ça ne serait pas d'abord de reconstruire ce socle-là, le socle de tradition, de culture, une part de morale aussi, qui permet justement d'avoir une liberté qui est exercée pour le bien, d'avoir une société qui est cohérente, dans laquelle on est capable de se retrouver. C'est ça la question. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre Beauregard. Permets-moi de recommander ton livre d'une façon peut-être inhabituelle. Donc, je vais rappeler le titre, c'est Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Ceux qui pensent que les gens de droite ou les gens dits conservateurs sont des êtres humains exécrables, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Étienne-Alexandre Beauregard, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, c'est quelqu'un de pétillant, de souriant. Je n'ai jamais vu ou entendu dire quelque chose de méchant au sujet de personne. Donc, vraiment, vous pouvez découvrir une pensée, non seulement au sens propre du mot, c'est une vraie pensée philosophique, mais c'est aussi quelqu'un de bien qui a écrit un livre super bien. Merci beaucoup, Étienne-Alexandre Beauregard. Ah, merci à toi, Rémi.